Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Merci de cet accueil aussi chaleureux. J'espère que le micro marche bien, que vous m'entendez tous. Et puis, merci d'être venu jusqu'ici, parce que on devait être dans une salle prestigieuse, le Royal Institute, si j'ai bien compris. Et là, on se retrouve à l'Ibis. Bon, c'est pas plus républicain. Bon, après tout, on a coupé la tête du roi, nous, hein, donc faut bien qu'il nous en reste quelque chose. Je suis toujours content de venir à Londres. J'ai je vous avoue, un rapport très particulier avec l'Angleterre. C'est-à-dire que moi, mon premier réflexe, c'est de dire comme Robespierre, je hais les Anglais. Évidemment, puisque ce sont quand même les bourreaux de Napoléon et de notre projet plus largement d'hégémonie sur l'Europe continentale. Et en même temps, je dois avouer que je ne peux m'empêcher d'admirer ce peuple anglais qui est toujours valeureux, toujours combatif, toujours vainqueur. Vous savez, l'historien Jacques Bainville dit quand les Anglais rentrent dans une guerre, c'est pour la gagner, et en général, ils la gagnent. On peut d'ailleurs faire l'histoire de la France et l'Angleterre comme une espèce d'histoire antithétique entre la terre et la mer, entre le pays qui a voulu dominer le continent et le pays qui l'en a empêché, qui d'ailleurs a empêché tous les pays continentaux de dominer l'Europe, que ce soit l'Espagne de Charles Quint, la France de Louis XIV, la France de Napoléon, puis la Prusse et l'Allemagne. En même temps, comme vous le savez, nous avons failli être anglais, ils ont failli être français. Si Jeanne d'Arc ne s'était pas levée, le traité de Troyes avait réglé la question et nous étions tous gouvernés et sous un monarque anglais mais qui parlait français. Et puis il y a cette histoire loufoque et grandiose à la fois de 1940 avec Churchill qui propose un pays unique, une union franco-anglaise, De Gaulle qui accepte vaille que vaille et Jean Monnet qui est enthousiaste. Les rapports entre la France et l'Angleterre, c'est toujours compliqué parce que, je vous ai dit, c'est notre vrai ennemi héréditaire, notre vrai ennemi millénaire, bien plus que l'Allemagne, qui est une espèce de remplaçant de luxe. Mais c'est aussi le pays qui nous influence le plus. C'est-à-dire que à chaque fois, on va en Angleterre pour chercher des idées, des inspirations, des orientations, un souffle de liberté. On sait que Voltaire va y puiser son admiration pour le régime parlementaire. On sait que Chateaubriand va aussi fuir la terreur là-bas en Angleterre. On sait même que tous nos rois, Louis-Philippe et Louis-Napoléon Bonaparte, finissent leur vie ici à Londres quand ils ont été vaincus par la guerre ou une révolution. On sait moins d'ailleurs que notre fameux drapeau bleu-blanc-rouge. On nous a appris jadis que c'était les couleurs, disions-nous, de bleu-blanc c'est la monarchie, le bleu et le rouge c'est la ville de Paris. En fait, que nenni. C'est le drapeau américain, et le drapeau américain lui-même est inspiré du drapeau anglais. Donc sans le savoir, notre drapeau français républicain, les trois couleurs bleu, blanc, rouge, s'inspirent des trois couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau de l'Union Jack et du drapeau anglais. Vous voyez, donc ces rapports permanents entre la France, l'Angleterre, et évidemment, pour l'histoire contemporaine, il y a l'aventure absolument magnifique, sublime et grandiose du général de Gaulle ici à Londres, qui arrive tout seul, ou presque, en juin 40, et qui seul lève le glaive de la France, et comme il dit, Dieu qu'il était court, et il y a cette aventure solitaire, admirable, impérieuse du général de Gaulle qui, à lui tout seul, incarne la France pour pouvoir la mettre par une espèce de miracle de la volonté, du verbe, de l'habileté, qui la remet à la table des vainqueurs
d'où elle avait été expulsée évidemment par sa défaite de 1940. Voilà cette histoire, on pourrait passer des heures sur l'histoire entre la France et l'Angleterre, on n'aurait jamais assez. Et puis il y a aujourd'hui, et il y a le fameux Brexit, il y a les rapports entre la France et l'Angleterre aujourd'hui, qui sont pas, évidemment qui ne sont rien à côté de ce qu'on a connu, à côté des guerres et des affrontements inexpiables, mais qui ne sont pas simples et qui ne sont pas vraiment un lit de rose. Je sais qu'ici, les Français qui vivent en Angleterre ont pris le vote du Brexit comme une espèce de vote de défiance à leur égard et à l'égard de tous les étrangers, de tous les immigrés européens et non européens d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Je vois ça évidemment de l'extérieur, je ne suis pas à votre place et j'imagine que vous avez tous des anecdotes qui vous ont fait ressentir cette espèce d'impression malaisée et difficile à vivre. Mais je pense plus globalement, je dirais au regard de l'histoire, je pense que ce vote du Brexit est le signe d'abord d'une vitalité démocratique, parce qu'après tout, les Anglais ont pu voter et en plus, on n'a pas finalement, on ne s'est pas assis sur leur vote. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, en référence au vote sur le référendum européen de 2005 en France. Et ça, c'est une première chose. Finalement, la classe politique anglaise, après moult hésitations, on a bien senti qu'il y avait une tentation chez les élites anglaises, à l'instar des élites françaises, de s'asseoir sur ce vote démocratique. Mais finalement, ils ne l'ont pas fait, et c'est tout à leur honneur. Et par ailleurs, je pense que c'est l'instinct de vitalité du peuple anglais qui a décidé de reprendre son destin en main, qui a décidé de ne plus se soumettre aux juges européens, qui a décidé de ne plus se soumettre aux technocrates européens. Je pense que c'est un bel exemple de vitalité d'un peuple qui n'a pas peur d'affronter une certaine solitude. Et après tout, pour tous les Français qui admirent le général de Gaulle, on peut difficilement leur reprocher, après tout. Et d'autant plus que, contrairement à ce que disent les élites françaises, ces Anglais ont vite, en vérité, rompu avec leur solitude, contrairement à ce qu'on entendait et ce qu'on entend encore dans les médias français, puisque vous avez remarqué, et c'est comme d'habitude à nos dépens, que c'est reconstitué un bloc anglo-saxon très vite. Il a fallu que quelques mois, quelques années, entre les Anglais, les Américains, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, vous avez vu tout ça évidemment, ce nouveau Commonwealth, mais sous direction américaine, se reconstituer très vite, et comme par hasard, à nos dépens. Donc, je pense qu'il faut comprendre le Brexit comme ça, il faut comprendre que, d'ailleurs vous avez évidemment vu à l'époque les études des votes, et vous savez que ici, c'est l'électorat populaire qui a voté en faveur du Brexit, l'électorat populaire anglais, et ce sont les grandes métropoles, dont Londres, qui a voté contre. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon nouvel ami, Sadiq Khan. Ah oui, moi je me fais des amis partout, vous ne comprenez pas ça. Évidemment, vous n'aimez personne. Moi j'ai un petit cœur qui bat et le fait de me faire des amis comme ça partout, qui m'accueillent chaleureusement, et ben ça me fait chaud au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre, vous, évidemment. Donc j'ai découvert que j'avais un nouvel ami, Sadiq Khan, qui effectivement défend, je dirais, avec brio, avec grandeur, avec un certain panache, la tradition d'hospitalité de l'Angleterre et même, je dirais même, la tradition anglaise de liberté. Vous savez, c'est Chateaubriand qui explique ça très bien, et en gros, et d'autres après lui, Tocqueville, etc. En gros, pour être un peu schématique,
l'Angleterre c'est la liberté, la France c'est l'égalité. Et évidemment, alors évidemment il faudrait nuancer, on pourrait parler pendant toute la nuit des nuances, mais vous voyez, c'est ça, l'Angleterre c'est la liberté, au prix des inégalités, c'est pas grave, mais au moins la liberté. Et là, Sadiq Khan est un admirable continuateur de cette tradition. Enfin, j'aurais dû me méfier, j'avoue, j'aurais dû me méfier, parce que l'homme qui préfère laisser parler des islamistes et qui se baladent en liberté dans l'ombre, tandis que moi, je suis un prêcheur de haine, j'aurais dû comprendre que là, il y avait quelque chose de détraqué là-dedans. Mais, vous savez, tout s'explique quand vous comprenez, quand vous apprenez que l'idole d'Anne Hidalgo s'appelle Sadiq Khan. Et alors là, soudain, vous avez un éclair, qui vous illumine, vous comprenez les rapprochements, vous comprenez évidemment cette passion entre Anne Hidalgo et Sadiq Khan, la femme qui saccage Paris et l'homme qui saccage Londres, la femme qui évidemment déteste la beauté de Paris, donc qui l'enlaidit partout, comme une espèce vraiment de malade. Elle a décidé que Paris était trop beau, je comprends, et que du coup il fallait mettre des barres de fer, des trucs de béton, comme si c'était un grand chantier partout. Et le maire de Londres qui lui a décidé que Londres était trop calme, que Londres était trop paisible, trop sûr, et que donc, depuis qu'il est là, il y a une explosion de vols, d'attaques à main armée. Maintenant, Londres est plus dangereux que New York. Formidable réussite. Ces deux-là sont faits pour se marier, je dois dire. Là, vraiment, c'est une union qui promet. Donc, merci à Sadiq Khan d'avoir montré qu'en vérité, le multiculturalisme était porteur d'intolérance et de totalitarisme, comme la nuée est portée porte l'orage. C'est tellement évident et il le manifeste avec autant d'intelligence, je dirais, et d'éclat. Maintenant, pour en revenir à nos relations avec les Anglais et pour en revenir à nos relations d'aujourd'hui, nous avons, je vous disais, il nous faut tenir compte de ce Brexit et le comprendre et le reconnaître comme un fait de fierté des Anglais. Nous n'avons pas à leur faire la morale, nous n'avons pas à les critiquer. Nous ne sommes pas dans la même situation. Je pense que les Français ne sont pas prêts à une telle attitude et sans doute que ça ne serait pas forcément favorable. Nous ne sommes pas des Anglais, nous ne sommes pas une île, nous sommes au cœur du continent, nous sommes un pays fondateur de ce marché commun et de l'Union européenne auquel les Anglais ont adhéré bien plus tardivement. D'ailleurs, plus profondément, je dirais, je vous ai dit tout à l'heure, les Anglais ont gagné toutes les guerres depuis 2 siècles. Non, nous en avons gagné beaucoup, nous en avons perdu aussi beaucoup. Et pire encore, notre victoire, notre plus grande victoire au XXe siècle, s'est avérée une victoire à la Pyrrhus, qui nous a coûté encore plus cher qu'une défaite. Je veux évidemment parler de la guerre de 14. Donc nous ne sommes pas dans la même situation psychologique, je dirais, en termes de psychologie des peuples. Nous ne sommes pas dans la même situation historique. Nous avons une situation complètement opposée, c'est-à-dire que pendant des siècles, nous avons fait glorieusement et magnifiquement la guerre à toute l'Europe, nous n'avons peur de rien. Nous pouvions avoir des coalitions contre nous et on les affrontait vraiment brillamment, que ce soit les guerres de Louis XIV, de la Révolution, de Napoléon. Et puis nous avons eu cette défaite de 1870. Pompidou dit dans une lettre à Malraux que depuis cette défaite de 1870 face à la Prusse, c'était la première fois que la France, depuis des siècles, était battue par un pays seul, par une armée seule, a traumatisé les Français. Et que depuis, les Français n'osent plus aller à la guerre seuls. Ils ont besoin d'alliés, quitte d'ailleurs à aller contre leurs intérêts. Ce qui explique beaucoup de choses, ce qui explique l'avant-guerre 14, ce qui explique surtout l'entre-deux-guerres,
les fautes face à Hitler, la pusillanimité française face à Hitler, qui avait toujours besoin de ce qu'on appelait la nounou anglaise, ce qui explique aussi effectivement notre rapport à ce marché commun, à cette Union européenne, même si très souvent il va, Bruxelles et les technocrates de Bruxelles et les juges européens vont à l'encontre de nos intérêts, ce qui explique aussi le comportement parfois incompréhensible de nos élites françaises, qui sont très bien incarnées par Emmanuel Macron, c'est-à-dire que nos élites françaises préfèrent la poursuite de chimères fédéralistes, de chimères européistes, d'États-Unis d'Europe, quitte à sacrifier les intérêts français. On ne comprend pas cela si on ne voit pas cela, et on ne comprend pas cela non plus si on ne voit pas cette espèce comment dire, de naïveté française, d'universalité française qui se retourne contre la France. Vous savez, c'est ce que j'appelle, moi, le syndrome de Victor Hugo. Vous connaissez sans doute ce grand discours de Victor Hugo qui dit demain, il n'y aura plus d'anglais, il n'y aura plus de français, il n'y aura plus d'allemand, il n'y aura plus d'italien, car ils seront tous frères, comme aujourd'hui les Bretons, les Basques, les Corses, les Corésiens, etc. etc. Je pense que Victor Hugo, qui est un génie insurpassable, en politique l'est beaucoup moins, et là, en l'occurrence, il se trompe, car, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ne sont pas la Bretagne, la Corrèze, la Corse, etc. Ce sont des vieilles nations, et qui ne se fondront pas dans une nation européenne. Mais les élites françaises veulent y croire. Et elles sont prêtes à nous emmener dans le mur pour cela. Emmanuel Macron est un exemple typique. Et dans ses relations avec l'Angleterre post-Brexit, on voit bien que c'est cela qui l'anime. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à faire la morale aux Anglais. Ah, c'est pas bien, vous êtes partis, c'est pas bien. Et il veut les punir comme des garnements. Il veut leur dire, voilà, on doit montrer au peuple anglais, on doit montrer aux autres peuples européens que partir de l'Union européenne coûte. Partir de l'Union européenne fait mal. Vous voyez, une espèce d'attitude moralisatrice d'instituteurs ou de grands frères qui viendraient dire, tu as vu, c'est mal ce que tu fais, donc tu vas être puni. Nous n'avons pas à adopter cette attitude. Le peuple anglais a décidé, nous devons respecter le peuple anglais, comme le peuple anglais doit respecter le peuple français, cette attitude est contre-productive et stupide d'abord, et en plus est injuste, et en plus est irrespectueuse. Et en plus, on la paye. On la paye parce que du coup, les Anglais se sentent agressés et nous le font payer. Et là, on a vu, il y a quelques jours, j'allais dire quelques heures, comment la négociation sur la pêche s'est très mal finie, et comment les Anglais nous ont vraiment imposé un nouveau petit Trafalgar. Nous allons détruire des centaines de bateaux de pêche cette fois, et pas de guerre, mais je pense que là, c'est terrible pour ces marins, et c'est même injuste, et c'est même cruellement injuste, car ces gens-là avaient des accords, des droits de pêche depuis des décennies, voire des siècles. Il y a une grande injustice, et vraiment, c'est absolument scandaleux ce qu'ont fait les Anglais, mais c'est vraiment le gouvernement français qui s'est très mal débrouillé, qui a très mal négocié. Et alors, quand on parle de négociation, quand on parle de Brexit, évidemment, on pense au génie de la négociation, une espèce de Mozart de la négociation. Je veux parler évidemment de Michel Barnier, tellement grand négociateur depuis 4 ans que là, il n'avait pas vu l'histoire des pêcheurs français. Ah oui, c'est normal. On ne peut pas tout voir. Hein. Déjà, il s'occupait de l'immigration, donc il ne s'était pas occupé pendant 40 ans. Il se rendait compte que l'Europe était un obstacle. Donc, si vous voulez, il y a des révélations terribles dans une vie. Donc, on ne peut pas s'occuper de tout. Et là, en l'occurrence, il ne s'est pas occupé des pêcheurs français. Il n'a pas vu cela. Et je pense que là, c'est assez tragique pour eux. Et c'est assez tragique aussi pour Michel Barnier, parce qu'il a montré là ses limites de grand négociateur. D'ailleurs, j'avais absolument compris ces limites de grand négociateur quand j'avais vu que
finalement, le Brexit s'était achevé par quoi? Par le fait que les Anglais n'avaient pas ne se voyaient pas imposer de droits de douane pour vendre leurs produits. C'est exactement ce qu'ils voulaient, et ils n'avaient plus la tutelle de la Cour de justice sur leur pays et sur leurs lois. C'est exactement là aussi ce qu'ils voulaient. Donc en vérité, ils ont gagné sur tous les tableaux. Ils ont gagné en tout cas, ils ont atteint leurs objectifs de négociation. Contrairement à Michel Barnier, qui lui, justement, voulait le contraire. Il voulait lui aussi punir les Anglais d'avoir quitté l'Union européenne. Mais finalement, l'idéologie bruxelloise du libre-échange a été la plus forte, même au propre détriment des intentions des négociateurs bruxellois. Donc voilà, je pense que, pour revenir à nos rapports entre les Anglais et les Français, je pense qu'Emmanuel Macron se trompe quand il veut punir les Anglais, quand il veut faire la morale aux Anglais. En revanche, je pense qu'il faut, qu'il faudrait, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne reprenne pas une coopération, en particulier militaire. Nous sommes en vérité les deux dernières armées du continent européen. Les autres n'ont pas d'armée. Déjà les nôtres ne sont pas brillantes. Je dirais par exemple que la France, c'est une armée remarquable, mais une armée échantillonnesque. C'est-à-dire que nous avons un peu de tout, et donc nous pouvons faire la guerre 3 jours, une semaine, et ensuite nous retournons vers nos alliés américains pour avoir, parce que nous manquons de tout. Et les Anglais ne sont pas en meilleur état en vérité, même si j'ai vu là que depuis quelques mois, Boris Johnson a pris une décision très importante et que je trouve très fondée de remettre le taquet sur son armée et sur son appareil militaire. J'espère que les Français feront de même, et je souhaite et je propose que les Français en fassent de même. Donc, on peut très bien renouer avec les Anglais, sur une coopération. Il n'y a aucune raison. Nous sommes liés, nous sommes voisins, nous sommes alliés. Nous avons finalement beaucoup d'intérêts communs, même si nous n'avons pas en vérité la même stratégie, parce que tout simplement nous n'avons pas la même géographie, je l'ai dit, et pas la même histoire. Eux vont maintenant s'insérer, ce qu'on a compris, comme je vous l'ai dit, dans un bloc anglo-saxon. Nous, je pense que nous devons au contraire retrouver une certaine indépendance, s'éloigner de l'OTAN, sortir du commandement militaire intégré pour ne plus être asservis aux États-Unis, parce que les États-Unis considèrent leurs alliés comme des domestiques, et surtout que, franchement, la raison d'être de l'OTAN est devenue assez minime, vu que l'URSS et le communisme ont disparu depuis maintenant 30 ans. Il serait temps de s'en apercevoir. Et nous pourrions ainsi retrouver notre ligne, très gaulienne, mais en vérité beaucoup plus ancienne que cela, d'indépendance et d'équilibre entre les grands, puisque, et c'est pour ça que au début de mon intervention, je vous parlais de ce conflit entre la terre et la mer, et entre les deux grandes puissances que nous fûmes, l'Angleterre et la France, et ce conflit-là, vous allez le retrouver, nous allons le retrouver pendant tout le XXIe siècle, puisque ça va être le conflit entre la Chine et les États-Unis qui va occuper tout le siècle qui nous attend, et où effectivement les Américains veulent nous embarquer au nom de la lutte contre la lutte pour la démocratie, et nous n'avons rien à faire dans ce combat, même si nous devons évidemment nous méfier des Chinois. Donc vous voyez, nous n'avons pas la même stratégie, la même ligne que les Anglais, mais rien ne nous empêche de nous retrouver sur certains accords, sur certaines coopérations. Voilà. Vous êtes une communauté française ici à Londres très importante. Vous êtes 300 000 personnes, c'est la 5e ou la 6e ville de France en vérité, c'est une grande métropole française. Vous êtes très mélangés, c'est-à-dire qu'il y a chez vous des gens qui sont de très haut niveau, de diplômes, de conditions sociales, et puis il y a d'autres qui sont beaucoup plus modestes, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent un peu comme ça, des jeunes qui
occupent aussi, qui payent ainsi leurs études. Et c'est vraiment une communauté française très mêlée. Et je vous avoue que, comment vous dire, je vous regarde avec des sentiments mêlés. Je vais vous expliquer. En fait, quelque part, je trouve que vous êtes ce qu'on fait de mieux en France, c'est-à-dire que vous êtes les plus dynamiques, les plus déterminés, les plus audacieux. Vous avez quitté votre pays, vous faites rayonner la France, vous montrez les qualités intrinsèques de la France, de ce qu'elle a produit de meilleur, de plus intelligent, de plus rationnel, de plus organisé. Et en cela, je suis assez fier de vous. Et en même temps, comment vous dire, vous savez, je suis toujours gêné quand des Français quittent la France. Et je vais vous dire franchement, parce que historiquement, la France a beaucoup perdu en n'exportant pas sa population au moment où nous étions des conquérants et des colonisateurs. Je pense ainsi que nous avons perdu le Canada parce que nous n'étions pas assez nombreux, parce qu'il n'y avait pas assez d'émigrants français, qu'il y avait beaucoup d'émigrants anglais. Et moi, je souffre toujours de ça. Nous avons perdu l'Algérie, par exemple, parce que nous n'avons jamais réussi à envoyer des millions et des millions d'émigrants français, parce que les Français ne voulaient pas partir. Voilà, tout simplement. Et je me dis qu'aujourd'hui, ils partent, alors qu'on ne conquiert plus aucun pays, et que là, c'est un manque. En plus, vous êtes pour beaucoup des bacs plus 10, et on importe des bacs moins 10 par centaines de milliers. Et moi, ça me fait mal au ventre, ça me fait souffrir. Et je sais très bien que vous avez toutes les bonnes raisons d'être ici. Vous avez toutes les bonnes raisons, d'abord, qu'on donne toujours en France, c'est-à-dire des raisons économiques, des raisons fiscales, des raisons sociales. Je comprends très bien tout ça. Vous avez pu vous épanouir davantage qu'en France, je le comprends très bien. Et puis, je pense à parler d'ailleurs avec certains d'entre vous qu'il n'y a pas que ça en vérité. Et que quand vous arrivez de la gare de Pancrace à la gare de la gare du Nord, vous voyez effectivement à quel point notre cher pays a changé et à quel point notre cher pays subit une invasion phénoménale et un remplacement de population qui crève les yeux, si ce n'est de nos élites qui ont pour profession de ne rien voir. Donc je comprends, je sais très bien que vous vous dites, mais pourquoi rentrer, pourquoi risquer que notre fille se fasse agresser, pourquoi risquer que notre fils se fasse détrousser, pourquoi risquer que soi-même et que cette France qui n'est plus vraiment la France avec toutes ces enclaves étrangères, cette France qu'on ne reconnaît plus, que vous ne reconnaissez plus, que nous ne reconnaissons plus, je comprends votre réticence à rentrer. Maintenant, je vais vous dire, en guise de conclusion, je vais vous dire le plus beau compliment qu'on m'ait fait aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'est un Français qui m'a dit je pense qu'il n'y a que vous qui me donnerez des raisons de revenir en France. Et donc je pense qu'on ne peut pas me faire plus beau compliment. Et j'espère que je vous donnerai l'envie de revenir en France.